Bonjour à tous, cela fait plusieurs mois que je travaille sur ce gros projet Harry Potter, et aujourd'hui commence une série de 8 chroniques spéciales, en 8 jours, où chaque jour nous analyserons un film Harry Potter. Dans ces analyses cinématographiques, je vais principalement me concentrer sur les films. Bien entendu, je ne vais pas non plus totalement faire abstraction des livres de J.K. Rowling, mais ne vous attendez pas à une vidéo exposant les différences livres-films, le Sorcier de Serpentard le fait déjà très bien. Nous commençons donc aujourd'hui, sans surprise, par analyser le premier opus de cette saga, Harry Potter à l'école des sorciers, réalisé par l'américain Chris Columbus, réalisateur entre autres de Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire, un film que j'ai dû voir au moins 20 fois en étant petit. On dit souvent que Chris Columbus a été choisi par la production pour sa capacité à travailler avec des enfants. C'est vrai, bien entendu, mais à mon sens, il a également été choisi car ce n'est pas un cinéaste artistiquement ambitieux, et ne voyez pas de mépris dans ce que je viens de dire, mais simplement une réalité. Si la production veut réaliser un film extrêmement fidèle au premier ouvrage de J.K. Rowling, et c'est bien ça l'objectif, prendre un réalisateur hyper ambitieux artistiquement risquerait de voir l'œuvre se dénaturer car le réalisateur va se l'approprier et en adapter sa propre vision. Avec Chris Columbus en réalisateur, le risque est bien minime, il va suivre scrupuleusement le scénario et respecter le cahier des charges de la production pour livrer un film honnête et qui répond aux attentes des fans du roman. En ce sens, et en termes d'adaptation pure, on peut affirmer que ce film est une réussite. Dans cette analyse, je ne vais pas non plus souligner sans cesse la simplicité de la réalisation de Columbus, avec des plans simples et des travelling basiques. Mais je vais vous montrer en quoi ce film est une bonne introduction au reste de la saga. Commençons par analyser la scène d'ouverture du film lorsqu'Harry n'est qu'un bébé. Chris Columbus ne traîne pas et nous montre au bout de seulement quelques secondes que nous venons d'entrer dans un monde de magie à l'aide de la transformation du professeur McGonagall. Ensuite, Dumbledore enlève les lumières présentes dans la rue de Privet Drive, c'est peut-être pour nous montrer que ce monde des sorciers traverse une période sombre de son histoire. Rappelons le contexte de cette scène, Voldemort a mené une guerre sans relâche, il a détruit l'ordre du Phénix, il a tué les parents d'Harry, et Sirius commence son emprisonnement à Azkaban. Effectivement, c'est une période plutôt sombre. Et dans ce monde ténébreux, nous y voyons surgir une lumière, une étoile venue du ciel, symbole d'espoir. C'est justement Harry Potter, la lumière dans l'obscurité, le garçon pur qui a survécu au Seigneur des Ténèbres. La symbolique de cette scène n'introduit pas seulement le film, mais introduit, et de belle manière, l'ensemble de la saga en nous montrant d'entrée l'opposition lumière-ténèbres. Après cet opening, nous retrouvons Harry quelques années plus tard dans la famille des Dursley. Personnellement, j'aime beaucoup ces périodes de pré-rentrée scolaire. Le réalisateur nous propose donc de découvrir l'enfance d'Harry, loin de la magie, le but étant de nous identifier à lui, et très rapidement nous éprouvons de l'empathie pour lui. Je ne connais personne qui, dès le début du film, préfère Dudley à Harry. Nous avons donc très vite de l'empathie pour lui, car il est élevé comme un prisonnier, dans un placard sans ouverture sur l'extérieur, où nous voyons sur ce plan l'ombre des barreaux de prison se refléter sur son visage. Ou encore la jolie résidence secondaire des Dursley en plein milieu de l'océan peut être déjà une référence à Azkaban. Harry n'est pas intégré dans cette famille, il n'est pas à sa place, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que le premier personnage avec qui il communique et se sent proche dans le film soit le serpent du zoo. Ils partagent le fait d'être tous les deux élevés en captivité et de ne pas avoir connu leurs parents. C'est intéressant, surtout lorsque l'on sait que le serpent est un animal central dans la saga. D'ailleurs, juste avant cette scène, nous pouvons relever un subtil clin d'œil à l'école de Poudlard. Dans le zoo, lorsque nous découvrons le département des reptiles, nous pouvons voir un petit groupe d'élèves habillés en vert. C'est une référence explicite aux élèves de Serpentard, que nous ne connaissons pas encore. Le film va ensuite connaître un gros tournant lors de l'arrivée d'Hagrid chez les Dursley pour venir chercher Harry. Cette arrivée va sonner la fin du calvaire d'Harry, mais va aussi sonner la fin d'une colorimétrie très réaliste, voire froide, pour laisser place à des couleurs plus chaudes et saturées, comme en témoigne cette teinte orangée sur le visage d'Harry, provoquée par le feu d'Hagrid lorsqu'il lui annonce qu'il est en réalité un sorcier. En une seule phrase, enfin un peu de chaleur dans la vie de ce pauvre gamin. Cette scène charnière sonne le début de ce que j'appellerais la période découverte d'Harry, où Harry, tout en restant le personnage principal du film, devient un héros passif. Un individu discret qui doit s'adapter à son nouvel environnement, à sa nouvelle célébrité et en assimiler les codes. Et nous, en tant que spectateurs, nous utilisons Harry comme ticket d'entrée dans ce monde magique, et tout comme lui, nous allons en prendre plein les yeux. Le réalisateur ne se presse pas et prend bien le temps de présenter à Harry, et à nous au passage, l'ensemble des personnages et des lieux de l'univers. Il prend le temps de nous montrer la voie 9 3/4 et le Poudlard Express, il prend le temps de nous présenter Ron avant de nous montrer Hermione. Le film prend également le temps de nous présenter le Quidditch et de nous plonger en immersion dans les cours de Poudlard. Du cours de Flitwick au cours de ballet, en passant par le maître des potions, Professeur Rogue. Le réalisateur, en prenant le temps de retranscrire l'ambiance de Poudlard, va adapter un moment du livre ô combien lourd de sens lors de l'échange entre Harry et Rogue. Lorsqu'Harry assiste à son premier cours de potions, le Professeur Rogue lui pose une question. Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? Question a priori anodine, mais si on l'interprète avec le langage des fleurs,
oui, il existe un langage des fleurs où chaque fleur a sa signification, on peut avoir une autre grille de lecture. On peut se rendre compte qu'asphodèle signifie un cœur abandonné, mais également un regret du passé. Quant à l'armoise, elle renvoie à une profonde tristesse due à l'absence. Sans oublier que l'asphodèle appartient à la famille des lilaciers, en anglais Lilyflower, référence donc à la mère d'Harry, Lily. Avec ces clés de compréhension, nous pouvons affirmer que Rogue délivre un message à Harry. Il lui dit que sa présence lui rappelle la tristesse qui l'envahit de ne pas avoir pu sauver Lily, et depuis cet épisode de sa vie, son cœur est abandonné. Donc merci Chris d'avoir su conserver ce passage à l'écran. Cette première partie à Poudlard va donc se terminer lorsque nos trois héros vont découvrir l'existence de la pierre philosophale. Harry va ainsi passer d'un héros contemplateur et passif à un enfant héros actif qui part en croisade pour aller sauver le monde du haut de ses 9 ans 3/4. C'est cette deuxième partie à Poudlard, et donc la dernière partie du film, qui nous rappelle à quel point Harry Potter à l'école des sorciers est un film pour enfants. Comme l'histoire se complexifie un peu, on aura le droit à des dialogues explicatifs et à des répliques quasi inutiles. Does anybody feel like we shouldn't be here? We're not supposed to be here. This is the 3rd floor. It's forbidden. Les scènes d'action vont également en être impactées, comme le montre cette scène de la découverte de Touffu. Le film perd en rythme, les héros attendent quelques secondes avant d'agir, c'est une narration qui est lente pour que les enfants, même les plus jeunes, ne perdent pas le fil de l'histoire. Pour combler le tout, Harry va vaincre le professeur Quirrell grâce à l'amour de ses parents. C'est un peu enfantin quand même, et en plus c'est un Deus Ex Machina, c'est-à-dire une intervention divine qui permet aux héros de conclure tranquillement. Ça simplifie bien sûr beaucoup de choses au scénario. Et je ne parle même pas de la manière dont les Gryffondors gagnent la Coupe des 4 maisons à la fin de l'année. Gryffindor wins the House Cup. Après, il ne faut pas oublier que dans le premier livre de J.K. Rowling, la découverte de l'univers est le thème principal, et que l'intrigue, un peu simpliste, est relayée au second plan. Sauf que dans un film, reléguer un scénario au second plan, c'est un peu compliqué, et donc Chris Columbus a dû composer avec ce qu'il avait sous la main. Néanmoins, dans cette dernière heure de film, qui, vous l'aurez compris, est un ton en dessous, tout n'est pas à jeter, bien au contraire. Cette dernière partie sert donc à conclure le film, mais également à poser des fondations nécessaires à la suite de la saga. C'est dans cette partie qu'on découvre un Malfoy de mauvaise foi, d'où son nom, c'est dans cette partie qu'on découvre que dans Harry Potter, le méchant n'est pas toujours celui qui ressemble au méchant, et c'est dans cette partie que se découvre le Golden Trio également, Harry, Ron et Hermione. C'est grâce à la résolution de l'énigme finale qu'ils deviennent aussi proches. On découvre donc leurs personnalités bien différentes comme le montre ce plan, où leurs vêtements ne sont pas choisis au hasard. Ron, mal habillé, ce qui reflète son côté négligé et sa personnalité parfois rêveur et jean-foutiste, Hermione, très bien habillée, comme la petite fille modèle de Poudlard, et Harry, plus classique, à mi-chemin entre les deux. C'est d'ailleurs difficile d'imaginer que ces deux-là vont finir ensemble. Dans cette dernière partie, nous découvrons également les complémentarités de cette équipe, et c'est ce qui fera leur force. Comme l'intelligence d'Hermione dans les recherches sur la pierre philosophale, la loyauté de Ron dans la partie d'échecs, et le courage d'Harry face à Voldemort dans le combat final. En résumé, une serre d'aigle, un pouf-souffle et un Gryffondor. Ah bah non, ils sont tous les trois Gryffondor en fait. La musique est également plus que parfaite. La production, ayant compris que le succès d'une saga dépend également de la musique, a décidé de confier le projet à John Williams. Et qui de mieux pour lancer une nouvelle saga que le compositeur des musiques de Star Wars et d'Indiana Jones. En résumé, Chris Columbus nous livre un bon film, honnête, tout public, sans folie, un peu comme cette analyse. Cependant, à un certain moment, le film est un peu too much. Careful now, it's coming back. Not bad, Potter. Mais ce premier film a le mérite de répondre à l'attente des fans en pleine Pottermania juste avant les années 2000. Parmi les 8 films de la saga, on peut également affirmer que ce premier film est l'adaptation la plus fidèle au roman de J.K. Rowling. J'espère que cette analyse cinématographique vous aura plu. Bien entendu, ce premier film de la saga n'est pas le Harry Potter où il y a le plus de choses à dire, d'ailleurs cette vidéo sera un peu moins longue que les suivantes. Je vous dis à demain pour analyser Harry Potter et la Chambre des Secrets, et on se retrouvera également pour le tirage au sort du jeu concours Harry Potter de Noël. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Voilà, à la prochaine et joyeux réveillon.